7h05, le petit déjeuner politique ce matin, c'est François-Xavier Bellamy, député européen des Républicains. Oui, bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. Avant de revenir sur la droite et les régionales, que pensez-vous de l'éventualité de la retraite à 64 ans, le recul de 2 ans? Donc Emmanuel Macron aurait l'intention d'accélérer cette réforme avant la fin de son quinquennat. Écoutez, on ne comprend plus grand-chose à ce qu'Emmanuel Macron veut faire sur la question des retraites, mais une chose est sûre, c'est que nous avons besoin d'une réforme de notre système de retraite, et cette réforme de notre système de retraite, elle doit, on avait eu l'occasion d'échanger sur ce sujet, permettre à l'État d'équilibrer le régime des retraites. La réforme qu'Emmanuel Macron proposait était à la fois extrêmement compliquée, sophistiquée et en même temps inutile, puisque Emmanuel Macron le disait lui-même, elle ne faisait pas faire un seul euro d'économie à l'État. Et donc, il y a aujourd'hui une nécessité qui est devant nous, c'est celle de garantir que nous pourrons payer les retraites de nos aînés, que nous n'allons pas baisser les pensions. Et si on ne veut pas baisser les pensions et garantir ce système de retraite, alors il faut le remettre à l'équilibre. C'est fondamental. Donc ça passe par cette réforme à 64 ans. Ça passe par une réforme de notre système de retraite. Après, il reste à savoir quel équilibre construire. Mais j'ajoute un dernier point, c'est que c'est un thème que j'ai souvent porté, que nous portons ensemble. Nous avons besoin de réindustrialiser la France. Nous avons besoin de nous redonner les moyens de produire ce que nous consommons. Et on l'a vu pendant cette crise sanitaire. Aujourd'hui, la France est un pays qui est trop fragile, précisément parce qu'elle est trop dépendante. Nous sommes déficitaires commercialement depuis très longtemps, ce qui veut dire que nous importons plus que nous n'exportons. Si on veut se redonner les moyens de produire, eh bien, il faut qu'on puisse retrouver un rapport au travail. François-Xavier Bellamy, donc si je vous suis, quelle est la priorité alors finalement? Est-ce que c'est ce recul à 64 ans ou est-ce que la priorité ce n'est pas de donner du travail quand beaucoup de seniors dans le privé aujourd'hui n'ont plus d'emploi lorsqu'ils arrivent à la retraite? Le taux évidemment est extrêmement élevé. En fait, les deux vont de pair, c'est-à-dire que le travail n'est pas un jeu à somme nulle qu'on devrait se répartir entre nous. La question, c'est comment est-ce qu'on se redonne les moyens d'un dynamisme économique qui va justement créer du travail, créer de l'activité et qui fait que ceux qui parmi nous sont dans la dernière partie de leur carrière ne se retrouveront plus sur le bord de la route parce qu'effectivement la précarité, la fragilité économique de notre pays fait que les entreprises aujourd'hui préfèrent arbitrer et recruter des plus jeunes. Et donc le défi qui est là, c'est un défi qui nous attend, c'est un défi plus global que la question des retraites, c'est un défi pour retrouver le chemin du dynamisme économique et d'une prospérité partagée. Oui, pas de remaniement en revanche du côté des annonces d'Emmanuel Macron, même si ce n'était pas confirmé. Est-ce que le chef de l'État devrait quand même tirer les leçons de l'échec de la République En Marche aux élections régionales et départementales de dimanche dernier? Je crois que le chef de l'État doit évidemment en tirer les leçons. Un parti présidentiel qui fait moins de 10% des voix au deuxième tour de l'élection régionale, dans une élection qui est importante, structurante, évidemment un événement majeur. Alors on peut dire qu'il y a l'effet de l'abstention, mais ça aggrave encore le constat. L'abstention, de fait, elle fait que il y a encore moins de Français rapportés à la totalité du corps électoral qui ont été témoignés à l'occasion de cette élection régionale. En tirer les enseignements, c'est quoi alors? De la majorité présidentielle et l'un des ministres qui était en lice. Mais ce qui est le plus important, je crois, c'est que la totalité du paysage politique français tire les enseignements de ce scrutin. D'abord sur le sujet de l'abstention. Non mais justement sur le remaniement, répondez. Alors il devrait procéder à un remaniement ou pas? Ou il est en mesure de le faire ou il ne peut pas? Ça pour le coup, ça le regarde, regarde ses décisions. Moi, de mon point de vue, je crois que fondamentalement, ça n'est pas le plus important. Le plus important, mais sauf qu'il pourrait aspirer des gens de droite encore, comme il l'a déjà fait précédemment. Là, écoutez, ça va être plus difficile sans doute d'aller convaincre les gens que vous êtes une solution d'avenir. Quand, encore une fois, je le redis, votre famille politique n'arrive pas à attirer à ce point-là. De fait, je crois que c'est plus compliqué aujourd'hui de réussir à convaincre. Le macronisme s'est construit sur des calculs opportunistes de la part de beaucoup de ceux qui l'ont rejoint. Aujourd'hui, il est très clair donc que il n'y aura plus de fuite des Républicains. Si vous voulez, les gens qui, de toute façon, sont restés à droite aujourd'hui sont des gens qui n'ont pas cru au macronisme en 2017, qui n'y croient toujours pas maintenant et qui n'ont pas de raison de changer d'avis dans la dernière partie du quinquennat. Mais le plus important, je le redis, c'est que tous ensemble, nous tirions les leçons de ce qui s'est passé. D'abord, du point de vue de l'abstention, c'est quand même, encore une fois, un défi majeur qui est devant nous. On a aujourd'hui une élection dans laquelle près de 90% des jeunes n'ont pas été votés. Ce qui est un défi immense pour notre démocratie, le signe d'une désaffection, d'une désaffiliation très profonde. Pour des élections régionales et départementales, où, il faut l'avouer, c'est quand même parfois compliqué de comprendre les choses. Le taux d'abstention est bien supérieur à celui qui s'est produit lors de la dernière élection régionale. Et le deuxième point, c'est que ce que l'on constate, c'est que le duel qu'on voulait nous imposer, le duel qu'on nous décrivait comme inévitable entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est celui dont les Français ne veulent
pas. Ouais. Et ils l'ont montré dans les urnes. Alors évidemment, l'abstention est forte. Mais si les gens avaient voulu voter pour le Rassemblement national, ils auraient été votés. S'ils avaient voulu voter pour les candidats de La République En Marche, ils avaient pléthore de ministres auxquels apporter leur soutien. Ils ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui, ce que nous constatons dans cette élection, qui est, je crois, très importante de ce point de vue-là, eh bien, c'est que notre famille politique a la responsabilité de préparer une alternative pour la France, parce que aujourd'hui, c'est elle qui a recueilli la plus forte mobilisation. Alors, comment... C'est le signe que les Français veulent autre chose que cette espèce de scénario de répétition du deuxième tour de 2017 qu'on cherchait à leur imposer à toute force. Alors, comment déterminer maintenant le ou la candidate en fait de la droite républicaine? Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse. Il faut s'appuyer sur les sondages, par exemple, d'opinion? Moi, j'ai une vraie question générale sur les sondages. Je trouve très étrange qu'on ne s'interroge jamais sur la réalité des sondages et sur leur impact sur la vie démocratique. Au fond, c'était très étonnant. Vous l'avez constaté comme moi ce soir de second tour de l'élection régionale. On avait, alors que les élections n'étaient même pas encore terminées, alors que les bureaux de vote n'étaient même pas encore dépouillés, alors qu'on savait que La République En Marche était à moins de 10% et que le Rassemblement national était tout juste à 20%, ça y est, on avait les instituts de sondage qui nous présentaient de nouveau leur scénario d'un duel entre Macron et Le Pen, tous les deux à 25% pour l'élection présidentielle. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Si on avait écouté les instituts de sondage, le Rassemblement national gagnait 3 régions. Comment se fait-il qu'on ne tire pas les enseignements de cette difficulté que les C'est-à-dire, sondages... il faudrait interdire les sondages? En tous les cas, il faudrait les regarder avec beaucoup plus d'humilité. Bien sûr, les sondages sont par définition imparfaits. Je crois qu'aucun sondeur ne prétendra le contraire. Mais du coup, comment pouvons-nous nous laisser guider par les sondages pour définir ce que doit être le débat de l'élection présidentielle? Vous en avez été entre guillemets victime, c'est-à-dire qu'il y avait des sondages aux européennes qui vous donnaient plus haut et vous avez terminé plus bas. Oui, et ce qu'on constate, c'est que ça se produit à chaque fois. Alors on nous dit, bon, c'est à cause de l'abstention. La dernière fois aux européennes, c'était à cause de la participation qui était plus importante que prévu. Bref, ce qu'on voit en tous les cas, c'est que les sondages sont imparfaits. Et encore une fois, je pense qu'aucun sondeur de bonne foi ne dira le contraire. Mais du coup, je ne comprends pas qu'on nous explique aujourd'hui, ah ben vous voyez, tel candidat est mieux placé dans les sondages, c'est donc lui qui va faire l'élection. Bon. Ce que je crois, c'est que on doit pouvoir regarder cette élection qui approche à partir de la question du fond, de la question des idées, de la question de la ligne, de la question du cap. C'est ça qui compte. Alors comment ça que vous allez faire dans la famille des Républicains? Il y a la méthode d'une grande étude d'opinion lancée par Christian Jacob pour déterminer ensuite qui sera le bon candidat. Parce que vous êtes d'accord avec cette méthode ou pas? Ce que Christian Jacob a dit, c'est que cette étude, elle doit être l'occasion d'éclairer les choix qui vont être faits et non pas de décider. On ne va pas demander, et ça je crois que c'est très important, on ne va pas demander à des instituts de sondage de choisir le candidat de notre famille politique à l'élection présidentielle. En revanche, c'est vrai que ce choix, on peut très bien l'appuyer sur une connaissance de l'opinion qui soit beaucoup plus avancée d'ailleurs qu'un simple sondage. Maintenant, le plus important... ce sera un sondage amélioré, c'est tout, François-Xavier Bellamy. Le plus important, c'est qu'il y ait un arbitrage, un choix politique qui soit fait. Et moi, je l'ai souvent partagé, y compris à votre antenne. Je crois que nous ne pouvons pas nous passer d'un débat de fond sur non seulement la personne qui nous représentera, mais ce qui est le plus important encore, sur la ligne que nous allons choisir pour cette élection présidentielle. Alors, mais c'est quoi, une primaire après ou pas? On appelle ça comme on veut. On peut non, il faut désigner. Il faut un débat de fond. Attendez, vous êtes spécialiste des lettres, etc. Vous savez que les mots ont une importance. Donc c'est quoi? C'est une primaire ou pas? En tous les cas, il faut un moyen de départager entre les différents représentants possibles de notre famille politique à partir de la ligne qu'ils présentent. Donc il faut, me semble-t-il, un vrai moment de débat interne, de dialogue interne. Je suis sûr que nous avons la maturité pour vivre un processus de cette nature. Et ensuite, on ne peut pas décider, me semble-t-il, derrière les portes fermées d'un bureau politique. Il me semble que c'est important de donner la parole à tous ceux qui veulent que notre famille politique les représente. On peut ne pas appeler ça primaire parce que ça ne ressemblera sans doute pas à la primaire de 2017 telle qu'on l'a vécue, mais en tous les cas, il me semble qu'il faut quelque chose de cette nature. On a la chance d'avoir plusieurs candidats possibles. On a surtout, je crois, la responsabilité d'incarner une alternance. Il est fondamental que nous puissions nous donner les moyens de cette alternance. Tout le monde est revenu dans le jeu. Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et d'autres. François Baroin n'est pas exclu. Bruno Retailleau. Oui, on verra bien quels seront les candidats qui voudront s'engager dans ce processus. Mais ce que je crois aujourd'hui, ce que je vois, c'est que notre famille politique, encore une fois, elle a sur ses épaules, et ça nous en sommes tous conscients, j'en suis sûr, elle a sur ses épaules une immense responsabilité parce que le résultat des élections régionales le montre, elle est la seule qui puisse réussir à
représenter une alternative crédible pour les Français, et puis à éviter aussi, on l'a vu dans bien des régions, le vrai débat, je le prends en ma région, par exemple la région Île-de-France, le vrai débat n'était pas entre En Marche et le Rassemblement national. Le vrai débat, il était entre une famille politique de droite qui avait sa ligne à défendre, et puis de l'autre côté, la gauche qui a su se réunir en intégrant, y compris ces composantes qui aujourd'hui, je le crois, traversent une forme de dérive idéologique assez grave. Et si nous voulons éviter la montée de cette gauche qui, par ses compromissions parfois avec l'islamisme, par son incapacité à assumer l'universalisme nécessaire à notre démocratie, si nous voulons éviter cela, eh bien, il faut là encore que la droite... Brièvement, aujourd'hui, vote en dernière lecture du projet de loi bioéthique. La mesure phare, c'est l'extension de la PMA. Vous n'y êtes toujours pas favorable ? Non, bien sûr. Et non seulement dans cette réforme des lois de bioéthique, il y a la question de l'extension de la PMA, mais il y a aussi toute une série de mesures sur lesquelles nous avons essayé d'attirer l'attention dans un texte publié dans Le Monde avec Pierre Manant, avec Elisabeth Geffroy, en essayant d'éclairer avec notre regard de professeur de philosophie ce texte. Je crois au fond que ce qui se joue ici, c'est une transformation très profonde de notre rapport à la condition humaine, de notre rapport à nos propres corps. Peut-être les auditeurs ne le savent-ils même pas, mais dans ce texte est prévue aujourd'hui la possibilité de créer des embryons chimériques, c'est-à-dire des embryons qui mêleront des embryons animaux avec des cellules souches humaines, alors même que nous sortons... Ça permettrait, selon les défenseurs, d'être une alternative à l'expérimentation humaine à certaines choses, quoi, et permettre d'aller plus loin. Aujourd'hui, on a déjà la possibilité d'utiliser des cellules souches humaines. Non, ce que je remets en cause, c'est l'idée que parce que quelque chose est techniquement possible, il faille que ce soit légalement autorisé. La science, elle a, et c'est normal, sa volonté de recherche, de dévoilement de nouvelles options. Mais ce qui compte, c'est que du point de vue de la politique, et nous sommes tous concernés comme citoyens, nous puissions décider de ce que nous croyons être le monde humain dans lequel nous voulons vivre. Et au fond, vous le voyez bien, avec la question de l'écologie, nous nous sommes rendus compte que tout ce qui était scientifiquement possible n'était pas pour autant humainement souhaitable. Et je crois que ce serait une très grande erreur que de faire la même folie avec nos propres corps que nous avons faite sur l'environnement, sur la nature. Allez, dernière question avec Cécile Ménibus, François-Xavier Bellamy. Vous êtes prof de philo et spécialiste des questions d'éducation. Jean-Michel Blanquer annonce un renforcement du contrôle continu. Est-ce que c'est juste comme décision ? Écoutez, l'éducation nationale est aujourd'hui en train de vivre un moment extrêmement difficile. Et moi, je voudrais témoigner mon soutien et ma solidarité à tous les collègues professeurs de philosophie qui sont en ce moment en train de corriger les épreuves du baccalauréat dans un climat d'impréparation absolue. Et surtout, qui doivent faire face à la réalité de cet effondrement du niveau scolaire, qui n'est pas que le fait de Jean-Michel Blanquer, mais dont il est aujourd'hui, après avoir été pendant de nombreuses années directeur général de l'enseignement scolaire, puis pendant 4 ans ministre de l'Éducation nationale. Certains disent que les élèves ont bâclé, justement. Est-ce que nous dit Jean-Michel Blanquer aujourd'hui, qui vient de faire sa réforme du bac, c'est qu'il faut encore recommencer. Et recommencer pourquoi ? Pour détruire les épreuves communes et les remplacer par du contrôle continu. Ça veut dire au fond que les notes que vous aurez eues pendant l'année, elles vont être celles qui compteront pour le bac. Au fond, Jean-Michel Blanquer est en train d'enterrer le baccalauréat en transformant complètement le métier des professeurs. Il y aura toujours des épreuves. Non, l'idée de Jean-Michel Blanquer, c'est il y aura quelques dans un premier temps, en tout cas. Il y aura quelques épreuves terminales, mais la plupart des matières, on les passera en contrôle continu. C'est-à-dire les notes que vous aurez eues pendant l'année seront les notes qui compteront pour définir votre baccalauréat. C'est une pression supplémentaire pour les profs ? C'est une catastrophe pédagogique parce que quand vous êtes professeur pendant l'année, vous donnez des notes à vos élèves et votre but, c'est que ces notes soient un indicateur pour les aider à progresser. Le jour où ces notes deviennent un élément déterminant pour infléchir leur parcours, alors d'un seul coup, la pression se transforme complètement. La moindre mauvaise note devient un drame pour les élèves. Et donc, le professeur n'a plus du tout la même relation pédagogique avec eux. Et fondamentalement, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on fait cela ? On fait cela pour casser le thermomètre. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on est face à une crise éducative très grave. D'ailleurs, l'abstention des jeunes est directement déjà une conséquence, j'en suis convaincu, de cette crise éducative. Et là, de ce point de vue-là, effectivement, l'un des grands enjeux de l'élection présidentielle qui vient doit être l'éducation. On en parle trop peu, mais c'est un sujet majeur. Il faut que tous les Français puissent avoir confiance dans l'avenir de leurs enfants. Et pour ça, il faut reconstruire une école qui fonctionne, redonner du sens au bac plutôt que de l'enterrer, comme le fait Jean-Michel Blanquer aujourd'hui. Merci François-Xavier Bellamy, député européen Les Républicains. Merci à vous. On a passé beaucoup de temps, mais il y avait beaucoup de questions. On aura un petit peu de retard pour le journal de 8h. Oui.